Je vous donne toujours le niveau. Là, c'est à peu près niveau 2, la difficulté. Donc, c'est pas facile. Présentation de l'antigène aux lymphocytes T. Ce que vous savez déjà, et on passe à l'introduction. Ce que vous savez déjà, c'est que les lymphocytes T, notamment le lymphocyte T auxiliaire que vous voyez là, il joue un rôle primordial, d'une part, dans l'activation des macrophages et des cellules dendritiques, permettant en fait, par exemple, aux macrophages de lyser les particules, les microbes qui sont à l'intérieur du macrophage, qui ont été capturés par ce macrophage. Donc, rôle important au niveau des macrophages, des cellules présentatrices. Rôle important au niveau des lymphocytes T cytotoxiques. Ça, c'est toujours les lymphocytes T auxiliaires. Ils vont activer les lymphocytes T cytotoxiques qui eux-mêmes vont tuer des cellules cibles. Et rôle important, vous le savez, pour activer des lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes et produire des anticorps. Voilà. Alors, les cellules qui, elles, sont chargées de présenter les antigènes, je trouve ça un petit peu flou là. Est-ce que quelqu'un peut... Non ? Pardon ? C'est la lumière. Alors attendez, on va d'abord arrêter. Bien. Ce qui est important, en fait, ça va être d'activer ces lymphocytes T auxiliaires, notamment. Ce qui va être important, on est toujours au début de la phase de reconnaissance des antigènes. Ce qui va être important, c'est ce qui va se passer là. C'est-à-dire, ça va être cette phase de présentation, en fait, de l'antigène, soit par les macrophages ici, soit par les cellules dendritiques, qui vont donc présenter aux lymphocytes T auxiliaires une petite partie de l'antigène. Donc, ce qu'on va étudier pendant 1 heure et peut-être même pendant plus d'1 heure, parce que c'est très important, c'est tout simplement cette phase-là, cette phase de présentation de l'antigène, soit ici par des cellules présentatrices, aux lymphocytes T auxiliaires, soit ici par des cellules qui vont devenir des cellules cibles, des lymphocytes T cytotoxiques. Donc, on va se concentrer, en fait, vraiment sur cette phase-là, cette phase de présentation. Jeudi prochain ou la semaine prochaine, on verra en fait la phase de reconnaissance par le lymphocyte. Mais là, on est vraiment à cette phase extrêmement cruciale de la présentation, avec l'apparition d'une nouvelle cellule présentatrice d'antigènes. Maintenant, vous la connaissez. Mais vous savez que les lymphocytes B, que vous connaissiez comme, encore une fois, se transformant en plasmocytes pour faire des anticorps dans la phase effectrice, le lymphocyte B peut lui-même être une cellule présentatrice. Donc on va se concentrer aussi sur la façon dont les lymphocytes B, comme les cellules dendritiques, comme les macrophages, peuvent présenter l'antigène comme les cellules cibles. Donc phase de présentation. Ici, vous avez une vue, pour vous rappeler simplement, une vue de ces fameux macrophages qui vont nous intéresser comme cellules présentatrices. Macrophages qui dérivent en fait des monocytes. À partir du moment où le monocyte va pénétrer, va sortir de la circulation pour pénétrer dans les tissus, il va se transformer en macrophage. Là, c'est des vues en microscopie électronique. Et vous avez ici une cellule dendritique qui a une forme tout à fait particulière, avec justement ces dendrites que vous voyez. Alors, quelles sont les propriétés des antigènes reconnus par les lymphocytes T? Vous les avez déjà vues, ces propriétés, où on a distingué les antigènes reconnus par les lymphocytes T des antigènes reconnus par les lymphocytes B. Vous avez ça sur le tableau. Vous vous souvenez que la plupart des lymphocytes T ne reconnaissent simplement
que des peptides. Ça veut dire que ce qui va leur être présenté, ce sont bien des peptides, alors que les lymphocytes B, vous vous souvenez, voilà les lymphocytes B, ils sont eux capables de reconnaître des peptides, des protéines, des acides nucléiques, des sucres, des lipides, des petites molécules chimiques. On a vu tout ça la dernière fois quand on a regardé les antigènes. À partir du moment où les lymphocytes T ne sont capables de reconnaître que des peptides présentés par les cellules présentatrices, ça veut dire que les antigènes reconnus par les cellules T, c'est des antigènes qui doivent être apprêtés, processés en peptides à partir de protéines. On est bien d'accord avec ça? Alors, une petite chose qui peut vous interpeller, c'est que vous avez effectivement des réponses T contre des antigènes, par exemple, quand vous faites une allergie à la pénicilline. Ce n'est pas une protéine, la pénicilline, c'est une petite molécule chimique. Donc, comment ça marche dans ces cas-là? C'est ce qu'on pense, c'est que vous faites une réponse non pas contre la pénicilline, contre la petite molécule chimique toute seule, mais en fait contre la pénicilline qui est couplée elle-même à une protéine. Et c'est le complexe en fait peptide-pénicilline qui va activer le lymphocyte T. Autre chose, c'est que ce qui est reconnu par le lymphocyte T, c'est en fait effectivement un peptide. C'est une petite séquence peptidique que vous avez ici. Et ce que reconnaît un lymphocyte T, c'est quasiment, il est capable de reconnaître une différence d'un seul acide aminé. Il ne reconnaît ce peptide, le lymphocyte T, que lorsque ce peptide est présenté dans ce que vous connaissez bien maintenant, les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Et il ne reconnaît ce peptide a priori que lorsque la molécule du complexe majeur d'histocompatibilité qui le présente est une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité du soi. Donc ça doit être, on verra une petite subtilité tout à l'heure. Voilà l'acide aminé qui est reconnu ici par le récepteur T du peptide, mais ce récepteur T aussi, il reconnaît des acides aminés qui ne viennent pas du peptide, qui viennent en fait des molécules de CMH. Bien. Alors, le fait que vous ne pouvez reconnaître que des peptides qui sont présentés par vos propres molécules du CMH, ça a été démontré en fait par Rolf Zinkernagel et Peter Doherty, ce que l'on appelle la restriction par les molécules du CMH. Ça a fait, quand vous voyez une date en haut, c'est la date où ils ont obtenu le prix Nobel, donc encore un prix Nobel de plus, cette fois-ci, pour la restriction en fait de la reconnaissance par les molécules du CMH. Et comment ont-ils montré ça? Alors, vous avez l'expérience que l'on va regarder ensemble. Vous avez ici une souris de souche A, d'accord, que vous infectez avec le virus de la chorioméningite lymphocytique. Peu importe le virus, vous infectez par le virus. C'est de souche A. Et vous allez obtenir de cette souris des lymphocytes T cytotoxiques. Et on va regarder ce que font ces lymphocytes T cytotoxiques qui ont à leur surface donc le récepteur à l'antigène des cellules T. Et puis là, vous allez cultiver des cellules cibles, n'importe quelle, des lignées cellulaires qui vous viennent de la souris, et vous allez cultiver
ces lignées qui vous viennent de la souche A de la souris, voilà, et des cellules cibles qui viennent d'une autre souche, la souche B. Qu'est-ce que vous faites? Vous infectez ces cellules cibles avec le même virus que celui qui vous a servi à infecter la souris ici et à obtenir des lymphocytes T cytotoxiques. Donc c'est le même virus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On l'agrandit. Qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez en face un lymphocyte T cytotoxique provenant de la souris de souche A avec une cellule cible également de souche A qui a été infectée par le virus et qui présente un peptide dérivé du virus, c'est une cellule viro-infectée donc de souche A, dans ces cas-là, votre lymphocyte T cytotoxique, il tue bien votre cellule cible. Ici, le lymphocyte T cytotoxique, si vous avez une cellule cible mais qui n'est pas infectée, là ici ça présente, c'est pas exactement la même couleur, ici ça présente bien un peptide viral, ici ça présente un peptide du soi, donc pour l'instant ce lymphocyte T cytotoxique ne va pas tuer la cellule cible. Vous mettez en fait en face de la lymphocyte T cytotoxique provenant de la souris de souche A une cellule cible provenant de la cellule de souche B viro-infectée. Cette fois-ci, vous n'avez pas non plus de lyse de la cellule cible par le lymphocyte T cytotoxique. Il y a une restriction, en fait, de la reconnaissance des peptides. Il faut à la fois que vous reconnaissiez pour pouvoir tuer, il faut que vous reconnaissiez un peptide du non-soi, a priori, mais présenté par une molécule du CMH du soi. C'est ça la restriction. Un prix Nobel. Donc je répète, il n'y aura lyse que si vous présentez avec une molécule en fait du CMH de classe 1, là en l'occurrence du CMH du soi, un peptide du non-soi. Voilà une démonstration qui a été faite. Alors la raison, vous la voyez ici, c'est qu'on avait parlé ici que le récepteur reconnaissait un peptide qui a été processé dans les cellules présentatrices, mais il reconnaît aussi et il analyse également quelles sont les molécules du CMH qui présentent le peptide. Autre chose, ce que vous savez déjà, non, tiens, on va en parler tout de suite, ça c'est intéressant. Vous dites, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a tout de même une réaction, les réactions, le rejet de greffe. Quand vous faites un rejet de greffe, c'est que vous rejetez en fait des cellules qui, justement, n'ont pas les mêmes molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Vous vous souvenez de ça? Donc, vous dites, vous venez de nous expliquer que un lymphocyte T, ou une cellule T auxiliaire ou T cytotoxique, ça n'agit que lorsque ça reconnaît un peptide du non-soi présenté par un CMH du soi. Alors vous dites, comment se fait-il finalement que l'on ait des réactions de lymphocytes T cytotoxiques, de lymphocytes T auxiliaires contre du CMH du non-soi, puisque je viens de vous expliquer exactement l'inverse. Alors ça s'explique par la raison suivante. Regardez si c'est bien ça. Vous avez ici une molécule du CMH du non-soi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente en fait au récepteur T des acides aminés qui ressemblent furieusement à ce que présente en fait une molécule du CMH du soi avec un peptide du non-soi. C'est comme ça que l'on explique la reconnaissance, cette fois-ci halogénique. D'accord? Vous reconnaissez un CMH du non-soi parce que votre TCR, il avait été éduqué a priori pour ne pas reconnaître toutes les molécules qui étaient du soi. Bon.
Là, ici, ce qui se passe, c'est que votre TCR, il va tout de même réagir parce qu'il pense, voilà, que le CMH, il est du soi et que ce CMH du soi, il présente une molécule du non-soi. Maintenant, ce qui est reconnu, c'est une molécule du CMH du non-soi. Ça va? Je vous disais que c'était de niveau 2. Donc vous vous amuserez en regardant les diapos sur intranet et en jouant avec ça. Bien. L'expérience que j'ai faite tout à l'heure avec mes souris qui étaient infectées par un virus, ça parlait en fait de la présentation de peptides du non-soi par des cellules cibles aux lymphocytes cytotoxiques. On va parler aussi beaucoup de la présentation en fait de peptides à des cellules T auxiliaires. Vous vous souvenez simplement que ici sur la cellule cible, ce sont des molécules de classe 1 du CMH. Vous voyez ici la bêta-2 microglobuline et la molécule de CMH de classe 1 qui présente le peptide, alors que ici, c'est bien une molécule de classe 2 qui présente le peptide. Donc, ce n'est pas la même chose. Et autre chose qui est important, c'est que le peptide qui est présenté ici, et ça c'est très important, ce peptide, il provient, et on va le voir, il provient de protéines qui sont intracellulaires. Ça j'insiste parce que la question m'a été posée par vous. Ce peptide, il provient du processing de l'apprêtage de protéines qui sont intracellulaires, mais ces protéines intracellulaires, en fait, elles proviennent elles-mêmes de protéines extracellulaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le voir longuement. Vous avez des protéines extracellulaires qui sont internalisées dans les cellules présentatrices. Une fois qu'elles sont internalisées là, dans des petites vésicules, vous voyez qu'elles sont à l'intérieur d'un petit rond blanc, c'est une petite vésicule ça. Elles sont internalisées dans une petite vésicule, et elles vont être processées, apprêtées et conduites jusqu'aux molécules de classe 2. Donc là, l'origine du peptide, ce sont des protéines extracellulaires. Alors que ici, vous voyez que la protéine, elle est à l'intérieur de la cellule. C'est en fait une protéine endogène. C'est une cellule, par exemple, qui est une cellule cancéreuse. Il y a des protéines endogènes qui sont spécifiquement ou préférentiellement exprimées par les cellules cancéreuses. Et ce sont ces protéines endogènes qui vont être cette fois-ci apprêtées et présentées par les molécules de classe 1. Donc l'origine des peptides, ce n'est pas la même chose. Et les molécules qui les présentent, ce n'est pas la même chose non plus. Alors, première chose qui est importante, ce sont ces fameuses cellules présentatrices, puisqu'on va d'abord s'intéresser à ce type de présentation-là, les cellules présentatrices. Alors, comment a-t-on découvert en fait le rôle de ces cellules présentatrices dans la réponse immune? En fait, on s'aperçoit que si vous injectez à une souris un antigène, tout seul, comme ça, sous forme soluble, comme vous voyez ici, en fait, il y a très peu de réponses cellulaires T lorsque vous injectez l'antigène sous forme soluble, comme ça, à une souris. Par contre, si préalablement, vous incubez l'antigène avec des cellules présentatrices d'antigène qu'on sait isoler. Dans ces cas-là, la réponse à l'antigène va être cette fois-ci beaucoup plus forte. Ça veut dire que lorsque vous faites présenter le même antigène, il est là, par une cellule présentatrice, elle est là, cette cellule présentatrice va apprêter l'antigène et cette fois-ci, vous aurez une réponse des cellules T qui sera beaucoup plus forte. En fait,
Il y a une petite lettre Q là, sur mes notes. La quantité d'antigène dont vous avez besoin lorsque vous utilisez une cellule présentatrice pour le présenter, c'est 1000 fois moins important que la quantité d'antigène dont vous avez besoin lorsque il est injecté sous forme soluble. Bien. Alors, ces cellules présentatrices, vous pouvez les isoler parce que, on verra, elles sont présentes dans la peau, dans les poumons. Elles sont présentes également en faible quantité dans la circulation. Et ça a une application tout à fait pratique parce qu'on essaye pour faire des vaccins thérapeutiques contre les cancers. Il y a des vaccins qui sont à titre préventif, et puis il y a d'autres qui sont à titre thérapeutique. On essaie de vacciner des patients qui ont un cancer avec des antigènes de tumeur, et pendant très longtemps, ça n'a pas très bien marché, parce que justement, on injectait les antigènes de tumeur sous forme soluble. Et maintenant, ce que l'on dit, c'est beaucoup mieux d'injecter ces antigènes de tumeur présentés par des cellules dendritiques. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'en fait, on essaye de prélever les patients, on sort les cellules mononucléées du sang circulant, il y a les monocytes, on fait agir des cytokines pour faire expandre les cellules dendritiques que vous reconnaissez ici. Vous chargez ces cellules dendritiques avec des antigènes de tumeur et vous les réinjectez aux malades. Donc cette idée de présentation en fait par les cellules dendritiques, ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est utilisé en fait en pratique. Donc on fait de l'immunothérapie avec ces cellules dendritiques. Bien. Alors, ces cellules dendritiques, elles sont importantes, ou les cellules présentatrices de façon générale, parce que, d'une part, elles capturent l'antigène. Elles capturent l'antigène, et je viens de vous dire que ce qui va être apprêté, c'est un antigène extracellulaire. La première chose qu'il faut faire pour présenter cet antigène, c'est d'abord de le capturer. Donc, ces cellules dendritiques sont importantes parce qu'elles ont à leur surface, ici, des récepteurs. Par exemple, il y a des récepteurs qu'on appelle les récepteurs Toll-like qui reconnaissent spécifiquement des microbes. Donc, vous avez des récepteurs spécifiques ou des récepteurs aux mannoses. Sur les bactéries, il y a des sucres. Donc, c'est pratique d'avoir différentes sortes de récepteurs, en fait, qui vont vous permettre de reconnaître un certain nombre d'agents pathogènes. Et une fois que vous les aurez capturés, vous allez faire l'apprêtage, c'est-à-dire que vous allez découper la protéine et ensuite vous allez présenter cet antigène. Mais une autre notion importante qu'il faut avoir, qui fait que ces cellules présentatrices, en particulier les cellules dendritiques, mais également les macrophages et également les lymphocytes B, il y a une chose qui est importante, c'est qu'elles ont, en particulier les cellules dendritiques, mais les autres également, elles ont des molécules costimulatrices. Donc les cellules présentatrices d'antigènes, non seulement elles présentent l'antigène, mais également elles ont le moyen, avec ces cellules, avec ces molécules costimulatrices, d'aller activer les lymphocytes T. Donc ce n'est pas uniquement le processus, l'apprêtage, c'est également donc l'activation. En plus de ça, ces cellules dendritiques ont d'autres molécules qui sont intéressantes à leur surface, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des récepteurs aux chimiokines. Alors, ces chimiokines, si vous avez des récepteurs aux chimiokines, ça veut dire que vous allez être attiré par des molécules qui sont les chimiokines, qui sont des molécules qui attirent les cellules. Eh bien, le fait que les cellules dendritiques ont des récepteurs aux chimiokines particuliers
Vous allez avoir des chimiokines qui sont produites par exemple au niveau des ganglions lymphatiques. La cellule présentatrice d'antigènes qui a ce récepteur aux chimiokines qui sont dans le ganglion lymphatique, la cellule présentatrice va être naturellement, ou grâce à son récepteur aux chimiokines, attirée vers le ganglion. Donc ce système, c'est dommage, on ne fait pas de cours dessus alors que c'est très important, le système des chimiokines, récepteurs aux chimiokines, c'est tout le système qui vous permet ce que l'on appelle le trafic des lymphocytes dans la circulation. Pourquoi finalement les lymphocytes ils s'arrêtent dans la circulation? Pourquoi telle ou telle cellule va dans tel organe du système immunitaire? On va s'arrêter à un endroit précis. Une cellule du système immunitaire va s'arrêter à un endroit précis parce qu'il y aura sur cette cellule du système immunitaire des récepteurs aux chimiokines qui fait qu'à un moment donné, elle va s'arrêter là où la chimiokine est produite. Donc ça, c'est important. Alors, une fois que vous aurez la cellule dendritique ou le macrophage ou la cellule B qui a fait en fait l'apprêtage, le processing, vous allez pouvoir activer en fait les lymphocytes T. Alors, la cellule dendritique, elle active des lymphocytes T naïfs qui vont commencer à se multiplier. D'accord ? Le macrophage, ce qui est intéressant, c'est que le macrophage, il active un lymphocyte T plutôt effecteur. Là, vous avez une notion intéressante, c'est que la cellule dendritique, c'est plutôt une cellule présentatrice au début de la réponse immune, alors que le macrophage, il va plutôt agir au début de la réponse immune, mais également dans la phase effectrice. Donc là, le macrophage, il va activer un lymphocyte T effecteur et il va également, c'est lui qui va servir de cible, c'est-à-dire il active la cellule qui va finir finalement par la tuer. D'accord ? Et là, le lymphocyte B, il active également plutôt des lymphocytes T effecteurs, c'est-à-dire la réponse immune a plutôt déjà démarré, et ces lymphocytes T effecteurs vont, eux, activer le lymphocyte B pour qu'il se transforme en plasmocyte. Alors, on revient sur les cellules dendritiques parce qu'elles sont extrêmement importantes. Alors, les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules B, c'est ce qu'on appelle, alors ça dépend, c'est ce qu'on appelle des cellules présentatrices professionnelles. Mais de temps en temps, ce terme de cellules présentatrices professionnelles, on aime bien le réserver en fait uniquement aux cellules dendritiques parce que les cellules dendritiques, c'est leur rôle quasiment exclusif. Elles ne servent qu'à ça. Leur profession, c'est je présente l'antigène et j'active les lymphocytes T naïfs, point. Alors que les macrophages ont d'autres actions et les cellules B, bien entendu, vous savez qu'elles ne servent pas uniquement de cellules présentatrices d'antigènes. Alors, on va se focaliser sur les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, d'abord, elles sont présentes dans les organes lymphoïdes, dans l'épithélium de la peau, on va revenir dessus, dans le tube digestif, dans le tractus respiratoire, dans les organes parenchymateux, le foie, le rein. Et vous avez vu tout à l'heure, puisqu'on va les chercher, notamment pour traiter des patients cancéreux, dans la circulation, ça veut bien dire qu'il y a également quelques cellules dendritiques qui sont dans la circulation sanguine. Toutes ces cellules dendritiques, elles proviennent en fait de précurseurs qui sont dans la moelle osseuse et elles sont en fait très proches, ces cellules dendritiques, des cellules, des monocytes, des macrophages ou des monocytes. Donc, c'est des cousins, on pourrait dire, des monocytes et des macrophages.
Le prototype de ces cellules dendritiques, c'est ce qu'on appelle les cellules de Langerhans, pas à confondre avec les cellules de Langerhans du pancréas. Là, je parle des cellules dendritiques, des cellules de Langerhans qui sont au niveau de l'épiderme. Et là, j'ai à nouveau un petit Q dans mes notes pour vous dire que les cellules de Langerhans qui correspondent à moins de 1% de la population cellulaire de l'épiderme, en surface, ça couvre jusqu'à 25% de l'épiderme. Donc ça veut dire qu'elles sont larges, hein. Moins de 1% des cellules, et pourtant en surface, elles couvrent 25%. Alors, les voilà, ces cellules dendritiques. Là, elles ont des petites dendrites qui sont plus courtes. Ici, c'est de la microscopie électronique, donc vous avez vu plusieurs photos. Et là, vous voyez des choses qui sont différentes, c'est que vous voyez apparaître une notion importante, c'est que là, vous avez la cellule dendritique qui est au niveau de la peau, et c'est une cellule dendritique qui a un phénotype particulier qui est immature. Et puis on va le voir, cette cellule dendritique, elle va maturer au contact de l'antigène, et quand vous la retrouvez au niveau d'un ganglion lymphatique, elle a un autre phénotype, qui est le phénotype mature. Phénotype immature, phénotype mature. Alors, au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, au niveau de l'appareil respiratoire, vous les voyez ici, ces cellules dendritiques, par exemple au niveau de la peau, dans le tissu conjonctif, vous avez ici un vaisseau lymphatique et vous avez ici un vaisseau sanguin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici un microbe qui pénètre au niveau de la peau. Ces cellules dendritiques vont capturer en fait le microbe. Le microbe peut être aussi dans le tissu conjonctif et il va se passer deux choses. Soit le microbe, il rentre dans la circulation sanguine et il va arriver, on va le voir au niveau de la rate, soit il a été capturé par des cellules dendritiques, ici, il va dans la circulation lymphatique et il va ici arriver au niveau du ganglion. Donc, ici, l'antigène, soit il va au niveau de la rate, soit il est capturé par des cellules présentatrices qui vont transporter en fait cet antigène au niveau des ganglions. Au cours de ce transport, on va voir qu'il va y avoir la maturation, justement. Voilà. Donc, maturation des cellules dendritiques. Et on va le voir ici. Voilà une cellule dendritique qui est immature. Vous regardez dans le tableau qui est à votre droite, la principale fonction d'une cellule dendritique immature, c'est pour l'instant, ce qu'on lui demande, c'est de capturer l'antigène. Et si vous regardez, pour capturer l'antigène, il faut qu'il ait à sa surface, et ici on le voit, il faut qu'il ait à sa surface beaucoup de récepteurs, des toll-like récepteurs, des récepteurs mannose, c'est ce que vous voyez ici. Donc, cellule dendritique immature, capture de l'antigène, beaucoup de récepteurs. Pour l'instant, on ne lui demande pas vraiment de présenter l'antigène qui a été processé, ça c'est pour un petit peu plus tard. Donc, si vous regardez ici l'expression de molécules costimulatrices, l'expression des molécules de CMH, il y en a, mais des molécules de CMH en relativement petit nombre, ça fait tout de même 100 000 à presque 1 million, demi-vie courte, bien. Donc là, le rôle, on voit qu'elle a été formatée, cette cellule dendritique, essentiellement pour capturer. Et puis, au fur et à mesure qu'elle aura rencontré l'antigène, il va y avoir une activation et une maturation de ces cellules dendritiques. La cellule dendritique, elle va commencer à faire l'apprêtage, le processing
de l'antigène qui a été capturé. Et maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est d'une part d'aller au niveau du ganglion lymphatique et cette fois-ci de présenter l'antigène. Donc il va falloir qu'elle mature ici. Voilà, elle migre, elle arrive au niveau du ganglion et cette fois-ci, elle va présenter l'antigène. Et pour présenter l'antigène, il a fallu qu'elle mature. On va la retrouver ici. Et cette fois-ci, elle n'a pas tout à fait la même tête que tout à l'heure. Et si vous regardez sur le tableau qui est sur votre droite, vous voyez que maintenant elle a acquis toutes les propriétés en fait de présenter l'antigène avec une forte expression des molécules de classe 2 qui ont une demi-vie plus longue, qui sont en beaucoup plus grand nombre. Vous êtes mis également à exprimer ce qui est important, ça c'est la présentation par les molécules de classe 2, ici, mais vous exprimez, et on la voit ici, des cellules qui sont nécessaires pour l'activation du lymphocyte. On a dit tout à l'heure que ces cellules présentatrices, non seulement elles présentaient, mais également elles activaient. Alors, une petite aparté, parce qu'on est dans le ganglion, mais souvent on confond, je vais y venir un petit peu plus tard. Oui. Ça, c'était autre chose. Pour vous dire, tout à l'heure, on avait abandonné les antigènes qui étaient dans la circulation sanguine. En fait, ces antigènes, ils vont être processés au niveau essentiellement de la rate que vous voyez ici. Autre chose, puisqu'on est là, vous repérez aussi qu'il y a un certain nombre, en dehors des ganglions, il y a également un certain nombre d'organes secondaires du système lymphoïde, tels que les plaques de Peyer, par exemple au niveau du tube digestif, tels que les amygdales au niveau des voies aériennes supérieures, qui sont des organes lymphoïdes dans lesquels, comme dans les ganglions, les cellules dendritiques vont venir pour apporter leur antigène. Bien. Alors, une autre chose qui est un petit peu particulière qu'on voit ici, c'est qu'on a parlé que ces cellules dendritiques, en fait, présentent des antigènes qui viennent en fait de protéines externes et les présentent aux lymphocytes T auxiliaires. Alors il y a une chose qui est un petit peu curieuse, c'est que ces cellules dendritiques, dont le partenaire naturel est un lymphocyte T auxiliaire, elles sont également capables de présenter des antigènes qui viennent de l'extérieur et même des cellules complètes, on va voir ça, à cette fois-ci non pas des lymphocytes T auxiliaires, mais des lymphocytes T cytotoxiques. Je me répète, pour l'instant, vous aviez un schéma qui était assez simple. Vous aviez les cellules présentatrices, les macrophages. Elles expriment à leur surface des molécules de classe 2 et elles vont aller activer un lymphocyte T auxiliaire. Et maintenant, je vous parle de quoi? Je vous parle qu'une cellule dendritique, elle va activer cette fois-ci une cellule T cytotoxique. Si elle active une cellule T cytotoxique, c'est qu'elle présente l'antigène via une molécule de classe 1 et non pas une molécule de classe 2. Alors vous dites, ça c'est bizarre ça. Ça c'est bizarre, c'est ce qu'on appelle la présentation croisée. C'est-à-dire que ces cellules dendritiques, qui encore une fois d'habitude processent une protéine externe et présentent un peptide par l'intermédiaire de molécules de classe 2, qu'est-ce que fait cette cellule dendritique? Elle est capable d'attraper une cellule cible infectée par un virus, par exemple, entière. Elle est capable de faire une présentation croisée
c'est-à-dire d'attraper cette cellule cible entière, de digérer en fait les protéines de cette cellule cible et de présenter cette fois-ci des peptides processés à partir de cette cellule qu'elle vient d'avaler, de présenter ces peptides aux lymphocytes cytotoxiques. C'est ce qu'on appelle la présentation croisée. Ça, c'est une subtilité qui est un petit peu... On reviendra dessus, hein, mais présentation croisée, il faut se souvenir de ça. Autre chose aussi qui est un petit piège, c'est qu'il y a un mélange un petit peu dans les termes, c'est que vous avez effectivement dans les ganglions les cellules dendritiques que vous connaissez bien, qui sont venues de l'extérieur, elles viennent au niveau de la peau et avec leurs petites dendrites, avec leurs petites pattes, là, elles arrivent par les vaisseaux lymphatiques dans le ganglion. Ok. Mais à côté de ça, vous avez d'autres cellules dendritiques qui sont très différentes de celles dont je viens de vous parler, sauf qu'elles ont, on peut confondre parce qu'elles s'appellent, pour des raisons un peu historiques d'ailleurs, des cellules dendritiques folliculaires. Ces cellules dendritiques folliculaires, c'est des cellules dendritiques qui présentent, qui sont assez particulières, qui présentent, et qui n'ont, c'est pas les mêmes que celles dont je viens de vous parler, qui vous présentent les antigènes dans le ganglion à des lymphocytes B qui ont été activés. Bien. On va revoir tout ça calmement avec la présentation de l'antigène à différents lymphocytes T effecteurs. Là, je reviens toujours sur mon schéma, toujours pour vous rappeler qu'on est essentiellement dans cette phase-là. Cellules présentatrices. Donc, je rappelle à nouveau, je le répète, en dehors de la présentation croisée, hein, les cellules présentatrices, elles présentent en fait l'antigène aux lymphocytes auxiliaires. D'accord ? Cette présentation, elle va être augmentée notamment par l'interféron gamma. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je vous dis, on parle d'abord de la présentation par les cellules présentatrices d'un antigène aux lymphocytes auxiliaires. Mais ce que je vous dis, vous avez une augmentation des molécules de classe 2 par l'interféron gamma. Au départ, le macrophage, puisque lui, on parle de lui, macrophage, cellule présentatrice. C'est une cellule présentatrice, mais il est semi-professionnel, contrairement aux cellules dendritiques, parce que notamment au départ, il y a une assez faible expression des molécules de classe 2 à la surface des macrophages. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un microbe qui arrive. La cellule présentatrice qui était au repos, qui avait une faible expression des molécules du CMH, elle va tout de même, si vous regardez bien, il y a le processing qui se fait là. Voilà, le processing il se fait là, il apparaît, voilà. Vous avez toujours une cellule présentatrice, elle a été capable de commencer à processer, ce qui fait qu'elle a été capable tout de même de présenter un petit peptide aux cellules T auxiliaires. D'accord ? Mais ce lymphocyte T auxiliaire, il va produire de l'interféron gamma. Cet interféron gamma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter, vous voyez augmenter ici, l'expression des molécules de classe 2 sur cette cellule présentatrice. Cette cellule qui était au repos, qui avait une faible expression du CMH, elle se met à exprimer beaucoup de CMH. Ici, à la surface, vous en avez beaucoup plus que là. Si vous avez beaucoup de molécules de classe 2 du CMH, ça veut dire que vous pouvez présenter beaucoup plus d'antigènes. Là, voilà. On les voit apparaître. C'est beaucoup plus que tout à l'heure. Si vous comparez ici à là, on en présente beaucoup plus. Ça veut dire que si je présente beaucoup plus d'antigènes, je vais pouvoir activer beaucoup plus et de façon beaucoup plus forte les lymphocytes T auxiliaires qui finalement vont activer
l'activité microbicide du macrophage pour, cette fois-ci, hop, tuer ici l'antigène. D'accord? J'ai vu des sourcils froncés. Ok, hop, ça tue. Bien. Donc, présentation de l'antigène à différents lymphocytes T. Là, on a vu une présentation, c'était les macrophages qui allaient présenter donc à des lymphocytes T auxiliaires. Là, on est sur des lymphocytes B qui vont présenter également à des lymphocytes T auxiliaires. Alors là, on va voir, et on représentera, mais vous apercevez qu'il y a un double rôle de l'antigène. L'antigène ici, il se lie sur le lymphocyte B au récepteur de surface. D'accord? Donc ça, c'est le premier rôle de l'antigène. Mais l'antigène aussi, qui a commencé un petit peu à réveiller les lymphocytes B, mais pour l'instant, le simple fait qu'il ait reconnu un antigène à sa surface, ça ne lui fait pas encore grand-chose. Ce qu'il va faire aussi, c'est que le même lymphocyte B, il est capable également, capturant non seulement simplement de fixer l'antigène, mais également, regardez, il le capture et il présente le peptide. Donc là, vous avez bien à la fois le double rôle de l'antigène, mais également le double rôle du lymphocyte B. D'une part, il reconnaît l'antigène à sa surface, mais d'autre part, il est capable d'apprêter cet antigène pour présenter un peptide par la molécule de classe 2. Faisant ça, il est capable d'activer des lymphocytes T auxiliaires. Il va aller réveiller, ça on va le voir, hein, on le reverra tranquillement, c'est exactement le même schéma, vous le reverrez soit avant la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. Il va aller réveiller les lymphocytes T auxiliaires et à leur tour, on verra plus tard, c'est les lymphocytes T auxiliaires qui vont aller activer le lymphocyte B. Mais là, vous voyez, à nouveau, il faut qu'il y ait une présentation en fait d'un peptide par une autre cellule présentatrice d'antigène qui est le lymphocyte B. Toujours pour activer des lymphocytes T auxiliaires. Maintenant, on regarde autre chose, puisqu'on est toujours sur la présentation de l'antigène aux différents lymphocytes T effecteurs. Pour l'instant, je vous ai montré la présentation d'un antigène à des lymphocytes T auxiliaires. Là, maintenant, ce que vous avez, c'est la présentation d'un antigène aux lymphocytes T cytotoxiques, mais cette fois-ci, encore une fois, ce n'est pas les mêmes molécules qui vont agir. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail et on va voir maintenant comment se passe justement l'apprêtement de l'antigène, le processing de l'antigène. Alors, vous restez toujours sur le code couleur. Et sur le code couleur, vous avez en haut, si c'est vert, c'est visiblement plutôt une cellule présentatrice d'antigène, un macrophage ou une cellule dendritique. D'accord ? Ce que je vous ai bien dit, c'est que, en fait, ce macrophage, cette cellule dendritique, va faire l'apprêtage d'un antigène qui est à l'extérieur de la cellule, qu'il va donc falloir capturer. Et ensuite, il va y avoir un apprêtement et on va conduire les peptides jusqu'à les assembler avec des molécules de classe 2 pour les présenter à un lymphocyte T auxiliaire. Donc il y a une voie tout à fait particulière qu'on va détailler, qui va conduire, qui va faire le processing des peptides et les conduire jusqu'à des molécules de classe 2. En bas, si on est en orange, c'est que c'est plutôt une cellule cible. Donc, votre cellule cible, a priori, elle va faire l'apprêtage, le processing, cette fois-ci, de protéines qui sont cytosoliques.
Et il va y avoir une voie particulière, différente de la première, pour que cette protéine qui soit cytosolique, en fait, soit conduite jusqu'à une molécule, cette fois-ci de classe 1, pour présenter ce peptide à des cellules T cytotoxiques. Alors, comment on s'est aperçu que ça se passait comme ça? En faisant des expériences comme ici. Ici, vous avez une protéine ovalbumine qui est typiquement externe. D'accord? Vous la mettez devant une cellule qui est capable de capturer l'antigène. D'accord? Ici, cette cellule qui capture l'antigène, à quel lymphocyte ça va profiter? En fait, on s'aperçoit que lorsque vous avez une protéine externe, que vous faites le processing ici, les cellules qui ensuite vont répondre, ce sont en fait des lymphocytes T auxiliaires. Donc, ça veut dire que c'est bien le lymphocyte T auxiliaire qui va répondre à des cellules qui leur présentent une protéine externe. D'accord? Par contre, les lymphocytes T cytotoxiques, il ne se passe rien du tout. Vous allez faire autre chose. Cette protéine qui était externe, que vous avez apprêtée naturellement, là c'est la cellule présentatrice qui a fait tout le travail, là vous allez faire une petite manip un petit peu artificielle, vous allez en fait faire une transfection de votre protéine pour que cette protéine soit exprimée, cette fois-ci, à l'intérieur. La voilà, la protéine. Au lieu d'être à l'extérieur, elle est là. Elle est à l'intérieur. Parce que vous avez fait une transfection du gène et il y a eu une synthèse endogène de la protéine qui devient ici à l'intérieur, dans le cytosol. Cette fois-ci, vous apercevez que cette cellule-là, elle est capable, en fait, d'activer non pas des lymphocytes T auxiliaires, mais des T cytotoxiques. Ici, c'est à peu près la même manip, sauf que vous allez perméabiliser la membrane pour que votre protéine qui était extracellulaire ici devienne intracellulaire. Vous perméabilisez la membrane, vous voyez là, c'est un petit point là, pointillé. Donc, elle est à nouveau en intracellulaire dans le cytosol. À partir du moment où elle est dans le cytosol, elle va être capable d'être processée pour activer à nouveau des lymphocytes T cytotoxiques et non pas des lymphocytes T auxiliaires. Donc ça montre bien qu'en fonction de la façon dont votre protéine est soit exogène ici, soit on l'a rendue endogène ici, exogène, endogène, ce n'est pas les mêmes voies de processing, ça n'atterrit pas au même endroit et ça ne va pas activer les mêmes cellules. Alors, la première voie qu'on va voir, c'est la voie exogène. Donc, c'est des antigènes qui sont endocytés de l'extérieur pour pouvoir être présentés, en fait, par les cellules présentatrices. Alors, ça veut dire que je suis en vert, c'est une cellule présentatrice, que je vais présenter à des lymphocytes T auxiliaires. Pour ça, j'ai besoin d'une part, ce sont des protéines extracellulaires. J'ai besoin d'une part de capturer avec des récepteurs de surface. Je vous ai parlé des récepteurs mannose. Je vous ai parlé des toll-like récepteurs. Il y a des récepteurs également qui sont importantes pour des protéines du complément. Ça, vous pouvez le noter parce qu'on va le retrouver pour une protéine du complément qui s'appelle C3b. La protéine du complément, C3b, elle se lie à l'antigène. Et à partir du moment où ça se lie à l'antigène et où vous avez un récepteur pour C3b, ça veut dire que vous allez être capable de capturer l'antigène. Bien. Vous avez également des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines. Alors ça, c'est intéressant parce que une immunoglobuline, c'est capable de capturer ou de reconnaître un antigène. À partir du moment où vous avez un récepteur pour le fragment FC
en fait des immunoglobulines, ça veut dire que vous allez être capable de capturer l'antigène qui lui-même est attaché à l'immunoglobuline. Alors, vous avez donc tous vos récepteurs qui vous ont servi à capturer cette protéine externe et il va falloir commencer à la digérer. Vous allez faire ça dans des vésicules que l'on appelle les endosomes. Vous les voyez ici, les endosomes. Ce sont des vésicules qui ont un pH acide et qui contiennent des enzymes protéolytiques. Et bientôt, ces endosomes, ils vont fusionner avec d'autres molécules qui sont les lysosomes, qui sont des molécules qui sont encore des vésicules qui sont encore plus denses. Et ça, les endosomes qui se fusionnent aux lysosomes, ça va vous donner ce qu'on appelle l'endosome tardif. Alors, il y a des noms un petit peu particuliers parce que quand, par exemple, ce que vous allez absorber, lorsque vous absorbez en fait des microbes, à ce moment-là, l'endosome, on l'appelle le phagosome. Tiens, je m'aperçois que là, il va falloir que je corrige un petit quelque chose avant de vous mettre. C'est phagosome, hein, c'est pas phagosomésome, là j'ai. Donc c'est phagosome. Alors, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, d'ailleurs, vous arrivez à attraper des microbes, mais vous n'arrivez pas à les digérer. Donc ça, c'est embêtant. Ça veut dire que votre cellule, elle va continuer à être finalement infectée. C'est une source d'antigènes. Alors, on regarde ici ce qui se passe. Ici, voilà, vous avez capturé endosome. Vous commencez à digérer les peptides ou les protéines. Plus c'est acide, plus vous êtes capable de digérer. Et la protéine, ici, elle est découpée avec des protéases. Et encore une fois, plus c'est acide, plus ça marche. Et vous arrivez là à peu près à des peptides qui sont encore relativement longs. Il va falloir que vous terminiez aux alentours plutôt de 8. Pour l'instant, non, je vous dis des bêtises là. Non, on est en classe 2, donc c'est assez long. Vous êtes à 24 acides aminés, à peu près 24 acides aminés. Donc là, ça va. Je retire ce que j'ai dit. Vous êtes déjà à une longueur qui est bien pour être présentée par des molécules de classe 2. C'est tout à l'heure pour les molécules de classe 1 où il va falloir que vous coupiez en plus petit. Pour l'instant, à peu près 24 acides aminés, ça va. Voilà. Vous communiquez avec les lysosomes et on se retrouve ici. Alors là, je rajoute une chose un petit peu bizarre. Je ne voudrais pas vous embrouiller avant de terminer. C'est que je viens de vous expliquer pendant 1 heure que c'était des protéines extracellulaires qui étaient processées dans les cellules présentatrices. Et là, je fais une petite aparté. Il y a également quelques protéines cytoplasmiques qui ont de temps en temps la capacité d'entrer dans les vésicules. Donc, ce n'est pas le schéma majeur, mais ça existe. Vous avez donc des protéines cytoplasmiques qui, théoriquement, doivent être processées pour être présentées par des molécules de classe 1. Maintenant, elles sont capables d'entrer dans les lysosomes et à partir du moment où elles sont rentrées en fait, dans les lysosomes ou dans les endosomes, elles vont suivre la voie des protéines qui sont externes. Donc, de temps en temps, il y a des protéines cytoplasmiques qui peuvent être capables en fait, d'être processées par cette voie que l'on détaillera la prochaine fois.